Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur le rapport à la nourriture, un peu ce que j'ai découvert, expérimenté dans notre rapport à la nourriture, que ce soit des mémoires de vie antérieures, des croyances limitantes, l'importance de l'alimentation pour avoir une bonne vitalité, le pranisme. J'ai pris le temps de faire un peu un récapitulatif de toutes mes découvertes pour vous les partager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que ce sont mes observations. C'est des choses que j'ai observées pour moi ou chez d'autres personnes, que vous pouvez avoir une vision différente de pourquoi on a un rapport à la nourriture comme ça. Et il y a sûrement des choses que je n'ai pas vues et que je n'ai pas encore identifiées, parce qu'on découvre chaque jour de nouvelles choses et on me montre chaque jour de nouvelles choses, que ce soit pour moi ou en consultation. Gardez en tête que je ne partage que ma vision et que je la partage pour vous donner des éléments et vous permettre d'enrichir votre vision et votre réflexion sur pourquoi j'ai ce rapport avec la nourriture, pourquoi par exemple je suis en surpoids, pourquoi j'arrive pas à perdre de poids, etc. Alors, où j'en suis, donc j'ai plus de 40 ans, 4 grossesses, donc dont une grossesse que, mon petit dernier va bientôt avoir 6 ans. Donc une grossesse assez tardive, on va dire, par rapport aux critères médicaux. J'ai plutôt un comportement sédentaire, j'ai pas le temps de m'inscrire à une salle de sport ou de faire du sport régulièrement. Je vis à la campagne, donc pas mal de voitures, alors un peu de travail dehors, mais en fait, à la campagne, on a plutôt tendance à se déplacer en voiture parce qu'il y a peu de transports en commun, voire ils sont quasi inexistants. Finalement, plutôt sédentaire, mais grand air. Par rapport à mon rapport à la nourriture, j'ai expérimenté pas mal de choses. Il s'avère que j'étais dans une prise de poids régulière au fil des années, surtout depuis ma dernière grossesse, et que, par moments, j'ai réussi à perdre du poids et je vais vous expliquer comment en modifiant des choses sur mon alimentation. Mais j'étais plutôt avec des kilos en trop. Et dans mon rapport à la nourriture, j'avais des fois l'impression d'être esclave de ma faim et de la nourriture. C'est-à-dire que quand j'avais faim, il fallait que je mange tout de suite maintenant, parce que mon corps se mettait en état d'alerte maximum, ce qui est, quand on y réfléchit d'un point de vue physiologique, c'est complètement débile, parce que on peut rester plusieurs jours sans manger, et je peux très bien sauter un repas sans tomber d'inanition. Or, problème de santé, problème de métabolisme qui supporte pas les baisses de sucre, etc. Mais moi, je sais que si je mange pas à midi, je vais pas mourir. Et pourtant, mon corps se mettait dans une sorte d'alerte intérieure. Je disais, moi, quand je mange pas, je commençais à m'énerver. Il fallait que je mange tout de suite, que j'organise le repas. Sinon, je me transformais un petit peu en gremlin. Donc, il fallait, même dans ma vie quotidienne, tiens, je vais faire ça, patati patata, j'avais toujours dans un coin de ma tête, il faut que je planifie pour ne jamais me retrouver en situation d'avoir faim, parce que je n'arrivais pas à gérer ce sentiment de faim. Il y avait un sentiment d'urgence vitale, il fallait vite que je mange, sinon j'allais mourir. Grosso modo, mon corps me criait ça, ce qui n'est pas vrai d'un point de vue physiologique, mais c'est ce que je ressentais à l'intérieur. Et l'autre point aussi que je voulais évoquer, c'est que j'avais tendance à trop manger, à me remplir. Donc même si je sais qu'il faut manger en conscience, prendre le temps, faire attention à notre sensation de faim, ne pas trop se remplir, parce que plus les années passent, plus mon corps élimine plus difficilement le surplus de nourriture que je lui envoie. Donc une tendance à stocker et du surpoids. Par rapport au mouvement, mais il faut s'aimer tel qu'on est, il faut aimer son corps, etc. Donc j'en parlerai. J'avais fait un travail sur mon corps, apprendre à aimer mon corps, travailler sur ce que j'ai entendu enfant, sur les jugements, sur le corps, le physique, etc. Mais après, moi, c'était vraiment le sentiment que je n'étais pas à mon poids de forme, que j'avais des kilos superflus et que avec mon corps qui vieillit aussi, je sens que ça porte sur les articulations, concrètement, quand on a 5, 10, 15 kilos en plus,
on peut avoir mal au dos, on peut avoir mal aux genoux. C'est comme porter un sac à dos en trop dès qu'on se lève le matin. Le corps fatigue et on fait supporter à nos articulations un poids qui est trop élevé en fait. Donc c'était aussi ça, moi c'est vraiment dans une démarche de santé, retrouver la vitalité. C'est un peu comme si j'avais l'impression que je devais porter les vêtements de ma sœur qui fait 3 tailles de plus que moi. J'avais l'impression que mon corps n'était pas en harmonie avec le sentiment intérieur de mon poids réel en fait, de mon corps réel. Comme s'il y avait une surcouche qui ne m'appartenait pas. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mémoire de vie antérieure, des mémoires de famine, de disette, de guerre, d'alimentation et d'hygiène de vie, parce que ça peut participer quand même à une meilleure vitalité. Et il y a aussi certains aliments que le corps ne supporte plus à un certain moment. Donc je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous parler d'état énergétique qui va influencer notre faim et notre besoin de nourriture physique, de régime, parce que j'ai essayé de faire des régimes et ça n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer pour moi les causes que j'ai identifiées qui ont empêché que ça fonctionne. Je vais vous parler aussi de croyances limitantes, de loyauté aussi à des schémas familiaux vis-à-vis de la nourriture, d'histoire familiale, de contexte familial. Je vais aussi vous parler de pranisme. Alors le pranisme, juste rapidement, c'est de vivre sans nourriture physique, de se nourrir de prana, donc d'éther en fait. Je vais commencer par vous parler de mémoires de vie antérieure, et notamment des mémoires de famine, de disette et de guerre. Pourquoi commencer par parler de ça? C'est parce que pour moi, ça a été vraiment le déclencheur qui m'a permis de perdre du poids sans aucun autre travail par ailleurs. Enfin, j'avais fait un travail avant, mais là, travailler sur ces mémoires-là a fait que en 2 mois et demi, j'ai perdu 5 kilos et j'ai vraiment vu que mon corps arrêtait de stocker la graisse en fait. Le point, c'est que si on a une mémoire de famine, notre corps va intégrer le fait que faim égale danger, risque vital de mourir. Donc pour lui, le rapport à la nourriture est important et quand on commence à avoir faim, c'est un énorme déclencheur pour le corps qui dit attention, il y a un risque de famine. Donc là, on voit que le déclencheur est complètement en décalage avec la réalité physiologique. Imaginons, j'ai très bien mangé ce midi, j'ai fait une raclette à la maison, donc tout va bien. Je dis raclette, je mange plus de fromage, mais j'ai fait un très très bon repas. Le soir, j'ai pas très faim. Normalement, j'ai pas besoin de manger. Je peux prendre juste une tisane, un verre d'eau, et puis aller me coucher. Je ne risque pas de mourir de faim. Quand j'ai cette mémoire de famine, mon corps va quand même planifier de dire il faut quand même que tu manges au cas où tu risques d'avoir faim. Et quand j'ai faim, mon corps va se mettre en urgence vitale. Il faut absolument que tu manges, sinon tu risques de mourir. Donc comment savoir déjà si vous avez cette mémoire de famine, de disette ou de guerre? Déjà, on les teste une par une. Donc vous n'allez pas tester est-ce que j'ai une mémoire de famine, disette ou guerre, parce que ça risque de dire non, oui, ou on ne sait pas trop. Donc déjà, vous prenez est-ce que j'ai une vie antérieure où j'ai connu la famine? Est-ce que j'ai une mémoire dans mes cellules de famine? Vous vous posez la question et vous pouvez le tester en test du pendule humain. Donc là, vous pouvez mettre en pause si vous connaissez pas ou regarder après cette vidéo. J'ai une vidéo qui explique le test du pendule humain ou d'autres tests musculaires pour tester ce qu'il y a à l'intérieur de vos cellules. Mais voilà, c'est assez simple à tester et je vous ferai une vidéo ultérieurement, je pense que ça sera la prochaine vidéo, sur comment effacer des mémoires erronées ou des mémoires limitantes ou des croyances limitantes que nous avons. Il y a plusieurs techniques dont je vous les partagerai. Alors, la mémoire de famine, c'est une mémoire. Il y a aussi la mémoire de disette. Donc la disette, c'est manque de ce qui est nécessaire à la vie et en particulier manque de vivre, pénurie. Donc ça, c'est dans le Larousse. Il peut avoir aussi une mémoire de guerre. Moi, on m'a donné en fait, quand je dis on, c'est des mots que j'entends en clairaudience. On m'a donné ces 3 mémoires quand j'ai commencé à travailler à ce que j'allais vous dire sur ce thème de la nourriture. Donc il y a aussi la mémoire de guerre qui peut avoir
encoder dans vos cellules cette peur de manquer. D'ailleurs, ces dernières années, si vous vous souvenez, un certain président avait martelé « Nous sommes en guerre contre le virus », et il y avait eu des comportements de personnes dans les supermarchés qui achetaient de manière compulsive, sans même savoir ce qu'ils achetaient. Et bien sûr, ils étaient montrés du doigt comme causant tous les problèmes dans les supermarchés, etc., parce qu'il y avait ces comportements d'achat compulsif. Pour moi, ce n'est pas anodin quand quand le gouvernement utilise des termes de guerre, alors que ce n'était pas une situation de guerre en tant que telle, ça vient réveiller en fait des mémoires chez nous. Et si vous avez encore cette mémoire encodée, ça peut vous donner des éléments de compréhension pendant la période de pandémie que nous avons eue, où on a eu vraiment tous les signaux, où nous avons eu quand même pas mal de choses qui ont été pris du contexte de la guerre et remis en fait en France. Je pense notamment aux autorisations de déplacement qui étaient utilisées normalement en période de guerre et qui là n'avaient au final, maintenant on se rend compte, pas de justification, mais qui venaient restreindre nos libertés fondamentales. Voilà, donc on vous testait de la même façon, famine, disette, guerre. Il peut aussi avoir des mémoires de privation. Si par exemple on imagine vous étiez dans une famille où il y avait à manger, mais où vous étiez en fait mis de côté et on vous privait de nourriture, donc il peut aussi avoir des mémoires de privation. Donc à tester, par exemple en test du pendule, si vous avez ces mémoires, notez-les. Et puis soit vous savez déjà comment travailler sur des mémoires comme celle-ci, soit je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je fais, sinon trouvez quelqu'un pour vous accompagner en consultation, en hypnose, en soins énergétiques, etc. pour venir nettoyer ces mémoires. Une mémoire de famine ou de disette peut être une piste pour expliquer des problèmes de pulsion alimentaire, des difficultés de gestion de la sensation de faim, peut expliquer pourquoi on mange trop. Voilà, c'est une piste. Des fois, ça va suffire à venir désactiver ce comportement, cet encodage erroné. D'autres fois, il faudra compléter par des croyances limitantes à nettoyer, etc. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Je suis convaincue, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises et à travers plusieurs aliments, l'alimentation a un impact sur notre sphère émotionnelle et mentale. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le sucre, chez certains enfants, va les énerver. Certains colorants alimentaires et conservateurs peuvent générer de l'agitation, de l'énervement, irritabilité, des accès de colère chez certains enfants. Ça, ce sont des études qui ont été faites. C'est prouvé, vous pouvez faire vos recherches par vous-même. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je vous dis, je vous invite à aller regarder par vous-même, à prendre ce qui résonne en vous et à aller faire vos recherches. Chez l'adulte, on peut aussi avoir des effets similaires causés par ces mêmes aliments, le sucre, certains colorants alimentaires conservateurs ou d'autres aliments. J'ai remarqué que la viande rouge qui alourdit, qui est plus difficile à digérer, peut aussi créer des accès de colère, de l'irritabilité et de l'agressivité. Je l'ai vu sur des adolescents. Il y a des aliments toxiques. Certaines graisses et aliments industriels sont toxiques pour notre corps. Elles vont engendrer le développement de certaines mauvaises bactéries. Elles vont déséquilibrer notre microbiote intestinal. Je vous invite à faire des recherches sur le microbiote intestinal. Et en fait, quand ces mauvaises bactéries sont installées dans votre ventre, ces mauvaises bactéries vont appeler à remanger des aliments toxiques pour les nourrir et les faire grandir. Donc c'est la malbouffe, la junk food, etc. Et c'est un effort conséquent de rétablir le microbiote intestinal. C'est très facile à dérégler et c'est très difficile à réinstaller. Donc faites vos recherches aussi, microbiote intestinal, etc. Mais ça explique pourquoi quand on se nourrit que de junk food, on est attiré que par la junk food et on a du mal à en sortir et on n'est pas du tout attiré par des aliments sains. C'est une histoire de microbiote notamment. Il peut y avoir aussi autre chose, c'est que on peut avoir un phénomène d'autodestruction, un manque d'amour de soi et des personnes vont être attirées par des aliments mauvais pour leur corps. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez tester comme croyance, c'est « j'accepte de me faire du mal », donc tester en pendule, « j'accepte d'avoir mal ».
Et ça peut être un élément qui vient expliquer pourquoi on a du mal à se nourrir d'aliments sains et qu'on est attiré par des aliments malsains, en plus du point du microbiote. Les laitages peuvent avoir un impact sur votre sphère émotionnelle. Alors, je vous explique, c'était il y a plusieurs années, je voyais un énergéticien et je lui disais que j'en avais marre parce que j'avais l'impression que j'avais des accès de colère, de la violence intérieure par moment, et je n'arrivais pas à m'en défaire, à garder une stabilité émotionnelle. Et c'était beaucoup de souffrance parce que quand on a un accès de colère, on se fait du mal et on fait du mal autour de soi, et je m'en voulais énormément et je ne savais plus comment faire. Donc j'essayais de travailler sur mes émotions, mes pensées, m'apaiser, faire de la méditation et tout, mais j'avais toujours ces accès qui me rendaient malade et je mettais 2-3 jours pour remonter. Donc cet énergéticien m'a conseillé d'arrêter les laitages en disant qu'il avait observé que chez plusieurs des personnes qui le consultaient, l'arrêt des laitages avait permis d'être moins impacté, fragile, on va dire, sur le plan émotionnel. Donc j'ai fait un test. Alors ce qui était horrible, c'est que c'était en novembre, période de la raclette. Enfin pour moi, la période de la raclette, c'était tout le temps. Mais novembre, on était quand même à fond en mode raclette. Avec, j'avais mes enfants à la maison en mode on aime tous les laitages et la raclette. Donc j'avais quand même testé parce que ça me faisait tellement souffrir ces crises, ces dérèglements de ma sphère émotionnelle que j'ai testé. Donc j'ai testé pendant 1 mois. Donc 0 laitage, c'est en fait beaucoup plus compliqué pour moi que d'arrêter la viande. Les laitages, il y en a partout. On en met partout. C'est le chocolat au lait, dans les œufs de Pâques ou dans les chocolats de Noël. C'est le fromage râpé qu'on met, voilà, le beurre qu'on change en margarine, la crème fraîche, le yaourt blanc dans les desserts. J'adore le cheesecake. Enfin bon. En vrai, quand on commence à supprimer tous les laitages, ça demande beaucoup plus de persévérance et de surveillance que juste la viande, par exemple, ou du sucre. Alors, il y a eu un réel impact pour moi sur ma sphère émotionnelle, parce que ça m'a complètement calmé mes crises de colère. Ah oui, je faisais aussi des crises d'angoisse sans comprendre. Donc j'alternais entre crises de colère qui me duraient 2-3 jours, des crises d'angoisse par moment, etc. Et j'avais perdu beaucoup de poids, puisque j'avais perdu 10 kilos. Donc j'avais fondu en fait en arrêtant les laitages. Mais j'ai repris ces kilos au fil de l'eau parce que inconsciemment, j'ai compensé l'arrêt des laitages par de l'huile, de la margarine, des huiles de coco, etc. Donc je suis allée chercher en fait le côté gras dans des huiles végétales. Je pense que là, c'était des mémoires guerre et disette et famine qui se réveillaient et qui me disaient « il te faut du gras, il te faut du gras, il te faut du gras ». Mais en fait, en tout cas, l'arrêt des laitages m'a fait faire une perte de poids conséquente et surtout, mais un grand merci pour la stabilisation émotionnelle parce que voilà, quand je vivais vraiment enfin, pour moi, c'était vraiment un cauchemar et aujourd'hui, j'adore toujours la raclette, mais je n'en mange plus. Et j'ai refait des tests, par exemple, sur du fromage de chèvre, etc. Mais ça me déclenche, en fait, là, pour le coup, la dernière fois, j'ai testé, alors ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, mais j'ai retesté un morceau de fromage de chèvre. Bah, ça m'a déclenché une douleur dans la première articulation de mon index droit. Et une douleur type arthrose, quoi, hyper douloureux. Donc maintenant, j'ai tout arrêté parce que si c'est pour avoir mal pendant 4 jours ou 5 jours, ça vaut pas le coup. J'ai aussi arrêté le sucre quand j'avais autour de la quarantaine, parce que ça saturait ma rate, et donc j'avais toujours en fait la bouche sèche, quelle que soit la quantité d'eau que je buvais. Donc visiblement, autour de la quarantaine, il faudrait qu'on mange moins de sucre. Donc vous me direz, une vie sans laitage et sans sucre, super. Voilà. Il peut aussi avoir, alors c'est pas des aliments toxiques, mais il peut avoir des médicaments qui viennent détériorer votre microbiote intestinal. Et quand notre microbiote intestinal est détérioré, on tombe malade plus facilement. Donc concrètement, on sait qu'une cure d'antibiotiques, derrière, on risque d'avoir la flore intestinale abîmée, et dans ces cas-là, en fait, il faut la restaurer.
Il y a aussi bien sûr le gluten. Le gluten est une sorte de colle, ça va faire une sorte de colle à l'intérieur de notre corps. Donc ça nous alourdit, ça nous fatigue, ça nous ralentit en termes de vitalité. Arrêter le gluten ou aller sur des produits contenant un gluten moins trafiqué. Alors c'est un coût financier parce que c'est pas la même chose que de manger du gluten. Du gluten, on a à peu près partout, mais pareil, voilà. Moi, je peux pas vous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Je vous parle de mes expériences. Le gluten, maintenant, je suis partie sur des aliments qui contiennent un gluten, on va dire, de meilleure qualité, en achetant local, en achetant chez des paysans boulangers, etc. En fait, je crois que mon corps devient moins tolérant à certaines toxines et certains aliments parce qu'on en mange trop dans notre alimentation. Et en fait, à la base, le gluten, c'est pas toxique, mais si j'en mange trop, en fait, mon corps sature. C'est comme le fromage. Je pense que j'ai absolument trop mangé de fromage jusqu'à ce que j'arrête, et mon corps n'en peut plus et était complètement intoxiqué et en fait a complètement saturé, et ça a aussi déréglé ma sphère émotionnelle pour ça. Faut aussi savoir que l'énergie de la Terre augmente et ça nous rend aussi plus sensibles à notre alimentation, donc on peut avoir des changements alimentaires liés à ce fait aux tempêtes électromagnétiques qu'on est en train de prendre depuis quelques mois. J'ai remarqué aussi qu'il y a certains produits, ça va passer sous certaines marques, et puis le même produit mais d'une autre marque, ça va me faire mal au ventre directement. Donc il y a aussi un tri qui est fait, et il y a des aliments qui n'ont pas la même qualité d'ingrédients. Donc voilà, donc le corps fatigue plus ou refuse en allant vous informer avec une douleur. Je ne suis pas spécialiste de l'alimentation, ce que je vous donne, c'est vraiment des observations que j'ai faites pour moi. Je suis jamais allée voir un médecin pour dire est-ce que je suis allergique ou intolérante au laitage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté. Je peux vivre sans laitage, donc j'arrête de manger des laitages. Je reprends un peu de laitage après. C'est ce que j'avais fait. Un mois après avoir arrêté les laitages, j'avais fait un Mont d'Or fondu au four pour mes enfants. J'ai dit « Oh, ça fait un mois !» Mon corps doit être détoxifié, c'est bon, je regoute. J'ai juste pris une cuillère à soupe de Mont d'Or. Je me suis retrouvée avec une crise d'angoisse le soir même et 2-3 jours pas bien. J'ai fait ok, non, mon corps a pas détoxifié. Ça m'a calmé des laitages. Si vous avez besoin d'aide pour améliorer votre hygiène de vie, voir sur l'alimentation, etc., je vous conseille de vous faire accompagner par des gens spécialisés. Alors ça peut être un diététicien, ça peut être un naturopathe. Vous voyez, en termes d'affinité, naturopathie, il y a plusieurs écoles, plusieurs courants. Voilà, c'est aussi, il y a aussi une affinité à avoir avec le praticien que vous allez voir. Passons maintenant au troisième point. Je vous disais que notre état énergétique peut modifier notre rapport à l'alimentation. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on est stressé, on peut avoir plusieurs comportements. Soit je vais trop manger pour calmer mon stress, soit je vais moins manger et maigrir, parce que le stress va me générer en fait plus de calories brûlées et une perte d'appétit. La même chose si on a des émotions lourdes, si on est en deuil, si on se sent déprimé, si on traverse une phase de dépression, de burn-out. On peut soit avoir une perte d'appétit, soit on peut aller chercher dans la nourriture un réconfort ou besoin de compenser. La fatigue et le manque de sommeil vont généralement engendrer une prise de poids. En fait, on est fatigué, on manque d'énergie et de vitalité, donc on va chercher dans la nourriture plus d'énergie. Quand on est en fuite énergétique, donc là j'ai fait une vidéo sur la fuite énergétique, grosso modo vous imaginez votre aura autour de vous, c'est comme un bocal. Quand on est en fuite énergétique, on a une perte d'énergie, de vitalité, donc on se sent très fatigué sans raison, donc ça peut être de la fatigue intense. Il peut y avoir plusieurs raisons, attaque énergétique, du bas astral, une âme qui n'est pas passée, qui est sur vous et qui vous prend de l'énergie. Voilà, on peut avoir ou une situation de stress qui va déclencher une fuite énergétique. Donc là aussi, on peut avoir tendance à manger pour compenser la fuite énergétique et donc prise de poids si ça dure trop longtemps. Quand on est en situation d'angoisse, de vide intérieur,
Des fois, ça se traduit, moi je vois, c'est un vortex qui est au niveau du plexus, c'est la personne qui est pas bien. Donc l'angoisse et le vide intérieur va générer des vibrations assez basses, donc on va avoir tendance à aller manger pour remonter un peu notre niveau d'énergie. J'ai aussi remarqué que quand je vais bien, donc quand j'ai des vibrations plutôt hautes, j'ai tendance à manger des aliments avec des vibrations plutôt élevées. Donc quand je vais bien, je vais être attirée par des aliments plus crus. Je vais avoir envie d'une salade, de mâche, parce qu'on est un peu en hiver, d'endives, de manger des oranges, etc. Et quand je vais mal, que je suis fatiguée, que j'ai des attaques énergétiques, je vais manger des trucs lourds et moins bons. Donc si ponctuellement je mange plus, pour moi c'est un indicateur maintenant et je me dis ah il y a un truc qui va pas, ou si je mange trop de cuit par exemple, je fais hop qu'est-ce qui se passe, et hop je vais venir me scanner pour vérifier ce qui va pas et venir effacer les attaques énergétiques, venir colmater ma fuite énergétique, etc. Si une personne est en état de souffrance permanent, la nourriture va venir l'aider à compenser cette souffrance intérieure, va venir l'aider à atténuer la souffrance intérieure. Oui, les aliments, en fait, il y a un côté qui nous calme, en fait. Il y a certains aliments, manger du sucre, qui va venir être réconfortant. Par exemple, Ginette a un chef qui est horrible, qui l'humilie, la rabaisse, elle a la boule au ventre avant d'aller travailler. Dimanche, début d'après-midi, elle n'en peut plus, elle pense déjà à comment va se passer sa semaine. Elle alterne le « j'ai pas faim » à des phases où elle se gave et se remplit, elle prend du poids. J'ai envie de vous dire, le sujet, c'est pas la prise de poids, ce n'est que la conséquence du mal-être et de la souffrance que vit Ginette avec ce chef horrible. La prise de poids, le surpoids peut être aussi un rempart, une cuirasse. Par exemple, Marina a peur d'être agressée par les hommes, inconsciemment, parce qu'il y a des mémoires d'agression. Donc elle va se rendre non désirable et se protéger des hommes parce qu'elle les perçoit inconsciemment comme des prédateurs. Donc ça peut être des vies antérieures, du transgénérationnel, etc. Et donc elle va venir en fait, avec la nourriture, se faire cette cuirasse et se rendre non désirable. Ça peut être aussi un mal-être intérieur, sentiment de honte, peur de l'abandon, voilà, et besoin de prendre une place à l'extérieur parce qu'il y a un mal-être intérieur. Donc il peut avoir en fait à la fois en état énergétique et en état intérieur, émotionnel, ressenti, quelque chose qu'on vient compenser avec la nourriture. Et là, dans ces cas-là, c'est pas le régime qui va venir régler la prise de poids, ça va être plutôt de travailler sur la souffrance intérieure pour venir libérer cette souffrance intérieure, et après le rapport à la nourriture va s'apaiser de lui-même. Ça peut être aussi un manque d'amour de soi et une punition intérieure en se faisant du mal, en mangeant des aliments qui sont mauvais pour soi. Donc voilà, quand on prend du poids, on peut avoir honte, on peut avoir les colibés de la famille, ou se souvenir des colibés qu'on a vécu enfant et les revivre et se les répéter intérieurement. Et ça va être un cercle vicieux de souffrance intérieure parce qu'on mérite de continuer à vivre cette humiliation intérieure. Il peut y avoir des événements ponctuels dans notre vie où on a une prise de poids ou une libération. Par exemple, ça va mal dans le couple de Ginette. La pauvre, entre son chef horrible et les problèmes de couple, je l'ai pas gâtée pour aujourd'hui. Elle prend du poids parce que ça va mal. Son mari, visiblement, a une vie à côté. Elle sent que c'est plus comme avant. Elle est angoissée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle qui avait prévu de passer toute sa vie avec cet homme, etc. Donc là, elle va être dans un mal-être. Elle va beaucoup manger. Finalement, elle va décider de partir, de le quitter. Lui, il va pas faire d'histoire parce que finalement, il avait déjà sa branche à côté sur laquelle il était installé. Et dès qu'elle sera séparée, elle va perdre du poids car elle se sentira mieux et se sentira totalement libérée. Donc là, le corps va être le reflet de l'état intérieur aussi. C'est pour ça que j'ai commencé par les mémoires de famine, disette et guerre parce que ça a été, je l'ai vu, je l'ai testé sur d'autres personnes. C'est vraiment un déclencheur, mais on peut avoir aussi des choses où le poids finalement va être le reflet d'un déséquilibre et d'un manque d'harmonie dans notre vie. Ou dans la vision que l'on a de nous-mêmes, quand on se fait du mal, quand on cherche à s'humilier, quand on est dans un sentiment de honte permanent, etc.
En quatrième point, je voulais vous parler du régime, parce que j'ai essayé de faire un régime, j'ai même essayé plusieurs fois, mais j'ai à chaque fois échoué. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, je ne pouvais pas réussir le régime. Déjà, dans le régime, je fais un contrôle mental de ce dont mon corps a besoin en termes de quantité et en termes de qualité d'aliments. Ce régime peut être fait pour plusieurs raisons. On pense au régime pour maigrir, on pense au régime lié à la religion. Il y a des religions qui imposent des interdits alimentaires ou des restrictions alimentaires certains jours, etc. Ça peut être aussi par conviction écologique. Il y a des personnes qui décident de ne plus manger de viande par conviction écologique. Là, j'avais fait, moi, des régimes dans une logique de perte de poids. C'était un peu le côté « Ah bah tiens, tout le monde en fait, je vais essayer. Moi aussi, il faudrait que je perde quelques kilos. » Et quelques fois où j'ai fait des régimes, c'était très désagréable parce que en fait, maintenant, je me rends compte, c'est que ma tête essayait de contrôler ce que mon corps avait besoin comme nourriture, et mon corps, lui, il avait cette mémoire de famine et de disette qui lui disait « Mais mon Dieu, si tu me rationnes au niveau de la nourriture, c'est pas possible, là, c'est danger, danger, danger. » Donc c'était horrible, et bien sûr, ma tête n'y arrivait pas, parce que dès que ma tête pensait à autre chose, hop, mon corps se vengeait, et inconsciemment, j'attrapais une baguette et je me mangeais un sandwich. Donc c'était très désagréable, et en plus après, le régime, je reprenais du poids, même plus que ce que j'avais en fait, plus que ce que j'avais perdu. Pourquoi ? J'ai donné une information de famine à mon corps, de manque, de privation. Donc quand mon corps a dit « Oh là 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 là, famine, il faut stocker ». Donc je stockais, reprise de poids, et même plus qu'avant. En termes d'alimentation, il y a aussi des courants autour de la spiritualité qui nous expliquent qu'il y a des aliments à haute vibration et des aliments mauvaise vibration ou basse vibration. Et donc il y en a qui font un contrôle de leur nourriture pour améliorer leur spiritualité. Pour moi, ça me dérange, parce que ça veut dire que c'est la tête qui va contrôler ce que je mange, et je ne fais pas confiance à mon corps. Sauf que pour moi, mon corps a une intelligence qui est plus puissante que ma tête. Ma tête, elle va analyser par rapport à des données, c'est tant de calories, ou il te faut autant de trucs, etc. Alors que mon corps sait parfaitement ce dont il a besoin. Alors parfois il est déréglé, si je mange trop, si je suis attirée par mauvaise nourriture, etc. Là, il faut que j'intervienne au niveau de ma tête pour aider mon corps à revenir un peu dans le droit chemin. Mais sinon, pour moi, ma tête, c'est moins bien ce dont mon corps a besoin, en fait, en termes de nourriture, exercice, etc. Et donc, en écoute profonde du corps, pour moi, ça fonctionne mieux que si je demande à ma tête de gérer. Et par exemple, quand j'ai des règles abondantes ou qui durent trop longtemps, notamment quand il y a des attaques énergétiques, quand je me fais un peu pilonner énergétiquement par des gentilles personnes qui me veulent du bien, je vais être fatiguée parce qu'il y a des attaques pendant la nuit, plusieurs fois par jour, etc. Et dans ces cas-là, en général, mon corps va être attiré par des lentilles, du persil cru, donc je vais me faire une assiette genre mi-lentilles, mi-persil cru. C'est pas super en goût, mais en fait, mon corps a vraiment besoin de ça. Je sais aussi que je suis régulièrement attirée à manger des huîtres, parce que les huîtres vont venir nettoyer. J'ai l'impression qu'elles font un travail de nettoyage, en fait, de mon corps, de mon aura aussi, de tous mes corps, en fait. Et d'ailleurs, j'avais vu que dans une baie américaine, ils avaient réintroduit des huîtres parce que les huîtres ont la capacité de nettoyer et purifier l'eau. Je me souviens qu'une fois, il y a quelques mois, j'étais fatiguée, pas bien, énergétiquement basse. Enfin voilà, c'était pas une bonne semaine, on va dire. Et j'entendais huîtres, sauf que j'avais envie de tout, sauf d'huîtres. Et en fait, je suis quand même allée acheter des huîtres, j'ai quand même écouté cette information. Et les huîtres m'ont aidé à remonter. Et moi, là, je l'ai pris vraiment comme un médicament. Autant j'aime bien les huîtres, autant cette fois-là, j'étais tellement pas bien que les huîtres m'attiraient pas, mais c'était le médicament dont mon corps avait besoin pour remonter en termes d'énergie et venir nettoyer. Je crois qu'il existe des gélules à base d'huîtres. Si vous aimez pas les huîtres, certains les font cuire, etc. Bon, moi, je les mange crues, je pense que c'est plus efficace.
Aussi dans l'écoute du corps, alors là ça fait pas mal d'années, que je ne prends plus de petit déjeuner le matin. Alors le sacro-saint petit déjeuner, eh ben, c'était avant tout ce qui était dit sur le jeûne intermittent, hein, parce que ça remonte à plus, de 10-15 ans, enfin en tout cas moi à l'époque je sais que j'avais pas entendu de jeûne intermittent, mais je m'étais rendu compte que de pas manger le matin me permettait d'avoir plus de vitalité et de me sentir mieux. Alors que quand je prenais un petit déjeuner le matin, et j'avais essayé plein de choses, hein, même des choses qui tenaient bien au corps, etc., j'étais moins de vitalité le matin, et soit j'avais pas faim de midi si j'avais trop mangé, soit j'avais faim à 11h, 11h30. Alors que quand je mangeais pas le matin, finalement j'étais mieux dans ma journée. Donc voilà, donc ça c'est aussi des choses à s'écouter intérieurement et se faire accompagner, voilà. Mais sortir un peu de, on a tous le même corps, on a tous le même métabolisme et on a besoin de tous la même chose, ben, je ne pense pas. Je pense qu'on a chacun des besoins différents et que notre corps a une intelligence supérieure qui est capable de nous indiquer ce dont il a besoin. En 5e point, je voulais vous parler des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, il faut manger de la viande pour avoir de la force. Il faut manger quand on est malade. Voilà, c'est les croyances limitantes, c'est des choses qu'on a entendues, encodées en nous, intégrées et qui peuvent venir impacter notre rapport à l'alimentation. Par exemple, il faut manger de la viande pour avoir de la force. Moi, c'est ce que j'ai entendu enfant. Et c'est amusant parce que je l'ai encore entendu dernièrement. Voilà, donc c'est encore des choses qui sont implantées chez pas mal de personnes. Quand on regarde les populations végétariennes, il y a par exemple en Inde, il y a des populations végétariennes, ils n'ont pas de problème de carence, ils n'ont pas de problème de force, ils travaillent dans les champs, il n'y a aucun problème de force et ils ne mangent pas de viande. Il faut manger quand on est malade. Les animaux jeûnent quand ils sont malades. Quand on est malade, sauf si on est déjà très faible et sous-alimenté ou très amaigri, mais si on n'est pas amaigri, on a une situation normale, manger va nous fatiguer et nous alourdir. Parce qu'en fait, quand je mange de la nourriture physique, je vais en fait donner un travail à mon corps qui est la digestion. Donc je vais devoir transformer chaque chose que je mange en plus petits ingrédients. Après, mon corps va devoir trier ce dont il a besoin, l'emmener aux différentes cellules, et va devoir rejeter ce dont il ne veut pas. Donc, manger va me fatiguer, m'alourdir. Pourquoi les animaux jeûnent ? Parce qu'ils concentrent toute leur force à guérir, et donc ils vont pas s'alourdir à remanger. Donc c'est normal. Donc moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai désactivé. Il faut manger des laitages pour avoir des bons os. Faites vos recherches en dehors des études payées par certains lobbies sur ce qui se passe dans les pays où il y a beaucoup de laitage, notamment les pays nordiques, et des pays où on mange peu de laitage, et le lien avec l'ostéoporose et autres. Il faut manger pour avoir de l'énergie. Alors quand on mange, déjà, il y a un principe de digestion où on va se refroidir et on est au ralenti. Vous mangez un super bon repas, genre choucroute, mousse au chocolat, etc. En général, après le repas, on n'est pas super efficace, hein, on est plutôt tendance à s'endormir et tout. Bah ouais, en fait, toute l'énergie de notre corps est utilisée pour faire ce travail de digestion. Donc, quand on fait l'expérience de jeûner, j'ai fait plusieurs jeûnes, et alors le premier jeûne était un peu difficile parce que j'étais un peu en mode panique, je ne mange pas, mais voilà, j'ai réussi, j'en ai fait d'autres qui étaient plus agréables. En fait, on n'est pas, à un moment on est en baisse d'énergie parce que notre corps aussi fait un travail de détoxification, et après notre corps va remonter en énergie, et pourtant on n'a pas mangé. Donc ça, on fera le lien après avec le pranisme, voilà. Mais il faut manger pour avoir de l'énergie. On va voir que quand on s'intéresse un petit peu au pranisme, c'est pas tout à fait vrai. C'est une croyance qu'on peut venir retirer. Et donc, notamment quand on est très fatigué, on peut se dire, ok, pour remonter mon niveau d'énergie, pour me recharger, j'ai d'autres techniques que d'aller surcharger mon corps avec de la nourriture, parce que ça va encore plus me fatiguer. Il faut finir son assiette. Alors ça peut être de la culpabilisation émotionnelle, tu ne finis pas alors j'ai passé tant de temps à te préparer ce repas, pense aux enfants qui meurent de faim, nani, nani, nana. Ouais, enfin, quand je finis mon assiette et que j'ai déjà trop mangé,
En fait, qu'est-ce que va faire mon corps? Il va être alourdi et ce dont il veut pas, ça va passer dans les toilettes, hein. Donc en fait, finir son assiette ou laisser ce qu'il y a dans l'assiette et le mettre, à vos animaux dans le compost, c'est peut-être mieux en fait que de venir alourdir et fatiguer, votre corps pour ça. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut venir nettoyer en croyances limitantes. Alors pour défaire les croyances limitantes, ça va être un peu comme les mémoires, je vous ferai une vidéo sur le sujet. On peut faire sur les bonhommes allumettes, la technique des 2 points, etc. Je vous donnerai quelques outils. Mais en premier lieu, je vous conseille de défaire les loyautés vis-à-vis des personnes qui vous ont transmis ces croyances limitantes. C'est-à-dire que si votre mère ou votre grand-mère vous répétait tout le temps il faut manger de la viande pour avoir de la force, même si vous essayez de nettoyer la croyance limitante, vous risquez d'avoir du mal à la défaire parce que vous avez une loyauté vis-à-vis de votre mère qui vous répétait ça et vous ne voulez pas lui désobéir en fait. Quand je parle de loyauté, c'est que intérieurement, on refuse d'aller contre ce que dit l'autre en fait. Donc on va obéir à l'autre même si ce n'est pas bon pour nous. Pour faire le lien avec l'histoire familiale, le contexte familial, par exemple, ma grand-mère me disait il faut finir son assiette, sinon ça fait riche. Donc quand on est enfant et qu'on écoute ça, là on a une double injonction. Il faut finir son assiette, bon, ok, ça se discute pas. Sinon ça fait riche, c'est pas bon que ça fasse riche. Donc là il y avait aussi un lien avec l'argent. Dans notre histoire familiale, c'est le 6e point, et le contexte familial, la nourriture a une place plus ou moins importante. Par exemple, pour ma grand-mère, préparer les repas, nous donner à manger, était sa façon de nous montrer son amour. Elle cuisinait bien, et en plus ses plats avaient le goût de l'amour, donc voilà, pour nous, ses petits-enfants, ils avaient un goût extraordinaire. C'est un goût qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. On peut aussi avoir des contextes familiaux plus compliqués. Prenons Marina, Ginette a assez souffert. Marina avait une mère qui avait des troubles alimentaires ou qui lui faisait des remarques et des humiliations sur son poids. Bouboule, alors moi j'ai entendu quand j'étais ado, on m'appelait poteau télégraphique parce qu'à ce qui paraît j'avais des trop grosses cuisses, voilà. Ce qui peut en fait faire que à l'intérieur d'elle, Marina va intégrer à la fois un plaisir pour manger, parce que c'est normalement naturel d'avoir un plaisir pour manger. Il y a des aliments qui sont bons et puis d'autres qui sont moins bons. Et à l'intérieur aussi, un dégoût pour la nourriture, un manque de plaisir, parce que ça la renvoie à ses humiliations, ces remarques qu'elle a vécues, ou l'image des troubles alimentaires. Imaginons que sa mère soit anorexique ou entraîne phase de boulimie et d'anorexie, et donc la nourriture devient une souffrance en fait, était une souffrance pour sa mère, et donc elle garde cette mémoire de souffrance. Donc voilà, se dire tiens, c'était quoi pour moi mon histoire familiale vis-à-vis de la nourriture? Comment c'était la nourriture? Prenons un autre exemple, Robert. Les repas de famille, chez Robert c'était compliqué. Tout le monde se taisait, l'ambiance était glaciale, les parents s'entendaient pas, s'engueulaient ou ne se parlaient pas, donc il ressentait un froid glacé pendant les repas de famille. Donc pour lui, manger, c'est pas agréable, ça le renvoie à ses repas de famille, donc ce qu'il fait, c'est qu'il mange quasiment pas pendant les repas, et il grignote, parce qu'il faut quand même qu'il mange un petit peu, donc il va grignoter des choses entre les repas, mais il n'aime pas prendre le temps de s'asseoir et de se faire un vrai repas. Voilà, écoutez, si vous avez des histoires familiales à raconter sur ça, et vous, comment c'était, ça peut aider les autres, parce que des fois, en fait, quand on entend quelqu'un, c'est pour ça que j'essaye de vous prendre des exemples, donnez un exemple, faites « Ah ouais tiens, moi c'était pas tout à fait ça, mais ça me rappelle ça », et puis ça aide à détricoter en fait. Parce que l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous aider à détricoter tout ce qui se passe au travers de l'alimentation et de votre rapport à la nourriture, pour que vous puissiez apaiser votre rapport à la nourriture et aller mieux. Le dernier point, je voulais vous parler de pranisme. Donc le pranisme, c'est vivre sans nourriture physique, vivre en se nourrissant de prana. Donc le prana, c'est l'éther. Donc il y a des saints qui se nourrissent de prana, qui n'ont plus de nourriture physique ou liquide. On a des récits. Je vous invite à regarder le documentaire Lumière, se nourrir de lumière, se nourrir de prana.
Moi, je l'ai pas vu en entier. J'avais juste regardé l'extrait et quand j'ai vu l'extrait, ça a résonné en moi et j'ai dit « Ah, ok, c'est possible. D'accord, bon, ok. » Donc une fois que j'ai ouvert cette possibilité de « c'est ok », je me suis pas dit « j'ai envie d'être pranique » parce que c'est mon corps qui choisit, hein, c'est pas ma tête qui va décider d'être pranique pour être plus spirituelle ou je sais pas quoi. Je me suis dit ok, c'est possible. Donc j'avais regardé aussi des interviews de personnes praniques sur une chaîne YouTube et je me dis ah bah oui, bah en fait c'est faisable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à activer mes capteurs praniques. Comme voilà, je me suis dit ben je vais activer mes capteurs praniques comme ça. Le jour où j'ai pas assez de nourriture, où j'ai faim, etc., plutôt que d'avoir faim ou d'être en manque d'énergie et de vitalité, hop, j'active mes capteurs praniques. J'ai juste demandé ça, je me suis pas intéressée à savoir où sont mes capteurs praniques, s'ils sont sur le bras, sur les épaules ou quoi, voilà. Ça me permet, par exemple, je vais faire une course, ça prend plus de temps, j'ai un peu faim, j'active mes capteurs praniques, je dis juste ça et je sens que mon niveau vibratoire remonte et que j'ai plus faim. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça fonctionne, voilà. Je voulais vous dire par rapport au pranisme, c'est que ce que j'ai constaté, ce que j'ai vraiment observé, c'est que c'est pas parce qu'on est pranique, qu'on vit sans nourriture physique, que l'on est forcément dans la lumière. J'ai vu des personnes qui ont clairement tourné le dos à la lumière, qui se sont détournées de la lumière et qui sont praniques. Donc attention aussi, c'est ce que je vous disais, hein, nourriture et spiritualité, ce n'est pas parce que quelqu'un a compris comment fonctionnait le pranisme que c'est forcément un saint et qu'il faut aller tout lui offrir et le croire sur parole. En conclusion, j'ai fait en fait un travail sur tous les points que je viens d'évoquer. Alors moi je l'ai fait sur plusieurs années et j'ai vraiment eu des clics sur les mémoires de famine, disette, guerre qui m'ont permis de changer vraiment mon rapport à l'alimentation. Voilà, maintenant je mange moins, mais spontanément, sans contrôle de ma tête. La faim ne s'exprime plus de la même façon pour moi, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand j'ai faim, c'est ok, c'est une information, j'ai faim, c'est pas j'ai faim vite, il faut que j'aille me faire un sandwich. Ma taille d'estomac a probablement réduit parce que je mange moins et si je mange un peu trop, je le sens tout de suite. J'ai vu j'ai perdu 5 kilos en 2 mois et demi et j'ai vu aussi que mon corps s'affine. Voilà, il y a une perte de graisse en fait, voilà, de cellulite, de graisse, voilà. J'ai l'impression de ne plus être esclave de la nourriture. J'ai plus besoin d'anticiper, faire les courses, ça va manquer, voilà. Et même s'il manque un truc, ça ne me stresse pas. Pour moi, c'est plus que la perte de poids, c'est un super cadeau, hein. Je vais devoir changer ma garde-robe, mais c'est pas grave. C'est vraiment le fait de ne plus être esclave de la nourriture, de ne plus ressentir la faim de la même façon, etc. Le fait d'avoir apaisé cette partie, pour moi, c'est limite plus important. Parce que je revis en fait au quotidien, en fait, c'est vraiment, il y a par moments, ça me pesait en fait, me dire ah encore préparer le repas, sinon je vais avoir faim et tout. Sur ce sujet de la nourriture, je pense qu'il faut avoir pas mal de patience. Ça peut être très imbriqué. C'est pour moi, on est un peu dans le processus d'amélioration continue et c'est souvent ça en fait, le problème c'est que quand on travaille sur ces problématiques où il y a de l'inconscient, des mémoires, où il peut y avoir beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire c'est comme un coffre-fort qu'on essaye d'ouvrir, on n'a pas le code. Vous savez, comme dans les vieux films où en fait ils écoutent au stéthoscope le coffre quand ils tournent les roues, etc. Le point c'est que tant que je n'ai pas tourné toutes les petits trous, je ne peux pas ouvrir mon coffre.
Donc même si j'ai 9 chiffres et qu'il m'en faut 10, voilà. Donc moi c'était un peu ça jusqu'à il y a quelques mois. J'avais fait beaucoup de roues, j'avais trouvé beaucoup de chiffres, mais je n'avais pas mis le doigt sur cette mémoire de famine, disette et guerre, et forcément c'était le dernier point qui me permettait en fait de venir calmer ce rapport à la nourriture, et en plus perdre de poids, tant mieux. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à la réécouter s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui ont résonné, pour pouvoir travailler dessus. Je reviendrai, je pense, dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment on peut modifier nos mémoires et nos croyances limitantes. Alors, moi, ça s'est pas fait en un jour, d'arriver à modifier les croyances limitantes. Au début, c'était un peu compliqué, c'était long et tout, et puis maintenant, j'arrive à les faire sauter plus rapidement pour moi, et puis en consultation aussi, donc c'est chouette, voilà. Mais on a chacun un parcours différent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.